Comment faire face à la dangerosité du parent pervers narcissique quand on est l'autre parent et qu'on voit ses enfants sous emprise? C'est le sujet de cette vidéo. Elle est pour vous si vous êtes intéressé par le sujet. Sachez que ça dure à peu près 45 minutes, mais vous pouvez évidemment faire des pauses. Je n'ai pas le temps de monter cette vidéo en écrivant des petits bouts en mettant des titres, parce que ça prend énormément de temps. Mais par contre, j'avais envie que vous ayez l'information. Alors, je vous dis bonne écoute et à la prochaine. Dans un couple parental où l'un des deux est pervers, est en grand danger. Quand bien même il n'est pas en garde chez le parent pervers, il est en grand danger quand même, en grand danger psychique. Alors, parce que justement il est en contact avec une personne perverse, mais pas seulement, aussi parce qu'il est en grand développement psychique, et donc évidemment le ou la perverse le sait, même inconsciemment, même s'il n'a pas des connaissances là-dessus, il sait bien que c'est le moment justement dans son enfance pour pouvoir jeter les bases de l'emprise. On va voir plus tard qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'il veut avec cet enfant. Donc, la deuxième chose, c'est son intégrité psychique et qui est en grand danger, mais évidemment tout cela n'est pas du tout reconnu par la justice. La perversion narcissique ne l'est pas et n'est pas une raison suffisante, et quand bien même il y aurait un danger, c'est ce qui s'est passé justement dans la protection de l'enfance, mais en réalité, la dangerosité d'un des parents n'est pas du tout prise en compte. Pas du tout. Donc il va falloir faire avec, et il va falloir faire le deuil d'illusions, que ça soit d'avoir la garde par exemple, ou bien l'illusion de pouvoir avoir la même importance aux yeux de vos enfants, et que l'enfant ne soit pas sous emprise. Voilà, il faut faire le deuil parce que de toute façon il y aura une grande ambiguïté dans les rapports et un enfant qui va être perdu, qui un coup se dira bon ben finalement c'est ma mère qui est la plus stable, sur qui je peux compter, etc., puisque c'est elle qui a été malmenée. Et puis un autre coup, ça va être ah non, finalement je me suis trompée, c'était la victime cachée, c'est plutôt mon père parce que il a été malmené, etc. Vous voyez? Donc en fait, il est malmené, ballotté, de la même manière qu'il est ballotté d'une maison à l'autre. Alors il y a une grande incompréhension aussi de la part de l'entourage, qui se dit, bon ben voilà, une fois que la séparation est consommée, que tout est acté au niveau du juge des affaires familiales, pense que vous êtes sorti d'affaires. Voilà. Et c'est la même chose pour tout le personnel du domaine social, que ce soit des assistantes sociales, des éducateurs, des psychologues. Voilà, pour eux, tout est acté et puis il n'y a plus que le deuil à faire. Généralement, les psychologues ne veulent pas voir, en général, hein, ça ne veut pas dire tout le temps, vous pouvez avoir de la chance, qu'il y a vraiment une manipulation, et ils vont surtout travailler sur le deuil de l'enfant et sur le bien-être de l'enfant. Et en plus, on amène généralement son enfant qu'à certains moments clés, quand on pense qu'il en a besoin. Alors qu'il peut être manipulé tout le temps. Donc vous voyez, en fait, l'enfant n'a pas l'aide qu'il devrait recevoir, en fait, quand il est manipulé. Donc j'ai dit que la deuxième raison, c'était le fait que l'enfant soit en développement. Et la troisième raison qui fait que cette situation est spécifique et que c'est très important de pouvoir aider son enfant autant qu'on le peut, c'est le fait qu'il est sous emprise. Et l'emprise, c'est un mécanisme, un processus qui est mis en place, un processus pervers, hein, qui est mis en place généralement par la personne perverse, et qui empêche l'enfant d'être libre, d'avoir une relation complète, sereine, affective, normale avec son autre parent. Et là, je vais faire la transition avec ce dont je voulais vous parler, c'est l'enjeu dans cette garde d'enfant et dans cette emprise sur l'enfant. Pour le pervers narcissique, l'enjeu, c'est quoi? C'est vous atteindre par l'intermédiaire de l'enfant.
Alors évidemment, quand on n'est pas habitué à la perversion, ou quand on a du mal à l'accepter, eh bien, on n'arrive pas à comprendre qu'une personne puisse utiliser un enfant tout simplement pour atteindre l'autre. On se dit, mais c'est vraiment des enfantillages. En tant qu'adulte, on devrait penser à l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, comme en matière de justice. Eh bien, pas du tout. Les pervers narcissiques utilisent l'enfant puisque, évidemment, il n'y a pas de relation, ce que les psychologues appellent relation au sujet, c'est-à-dire que l'enfant est un objet et un outil, de même que vous-même. Il n'a pas de lien avec les personnes, il n'a pas de vraie relation, il n'a que des relations à objets, comme si les êtres humains étaient des objets. Donc pour lui, ils ne sont pas forcément respectables, ils n'ont pas à avoir une opinion ou une opinion, leur avis ne compte pas, et tout ce qui compte, c'est de s'approprier cet objet qu'est l'enfant, et de s'approprier aussi et de continuer la lutte pour vous atteindre, c'est-à-dire essayer de vous détruire psychiquement et symboliquement et affectivement dans toutes les dimensions de votre être par le biais de l'enfant. Et tant pis si l'enfant y passe, c'est pas grave parce que c'est comme ça que pensent les pervers narcissiques. Si jamais l'enfant est a des séquelles, eh bien il pourra dire que c'est de votre faute. Voilà. Donc, il ne tient pas du tout compte de comment se sent l'enfant. Tout ce qui compte, c'est vous atteindre. Alors, vous atteindre par l'intermédiaire de l'enfant, pardon. Et ensuite, tout ce qui compte en deuxième, c'est assujettir l'enfant. L'assujettir, c'est-à-dire en faire un enfant fusion, avoir une relation complètement fusionnelle, mais fusionnelle au point que l'enfant est phagocyté, qu'il est mangé par le pervers ou la pervers narcissique, comme si c'était un peu son jumeau, comme si c'était lui-même, en gros. Parce qu'il se voit, ou elle se voit généralement lui-même ou elle-même dans l'enfant, surtout s'il est du même sexe que cette personne perverse. Voyez. Donc il y a une histoire d'enfant fusion, enfant jumelle, et en même temps enfant esclave, enfant dominé, à qui il fait miroiter des espoirs de devenir l'élu, surtout quand il y a une fratrie. Je t'aime plus que ton frère, ou t'es mieux que ton frère, ou t'es mieux que ta sœur, etc. C'est un jeu de dupe, évidemment. Il va essayer de jouer dans la fratrie exactement comme il le fait dans la vie avec les autres relations. Faire miroiter l'espoir d'être le préféré. Donc quand on est un enfant, être le préféré de son parent, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire au fond de soi. Parce que souvent, en même temps qu'un enfant fusion, un enfant jumeau, il en fait en même temps un enfant esclave, qui est complètement sous l'emprise du parent. Et qui va tout faire évidemment pour lui plaire. Donc il lui montre que, voilà, moi je joue le chaud et le froid, tu es en même temps mon amour, tu es toute ma vie, tu es la prunelle de mes yeux, mais en même temps, tu es mon esclave, en même temps tu fais ce que je te dis parce que je suis le parent, j'ai raison, et en même temps, si tu veux mon amour, eh ben c'est conditionnel, il faut absolument que tu fasses ce que je dis. Voilà, c'est un coup de chantage affectif, hein. Donc il joue ce même jeu de l'espoir de devenir l'élu, et tout est toujours à recommencer. C'est-à-dire que l'enfant, c'est pas une fois pour toutes, si jamais il a obtenu, par exemple, s'il a obtenu quelque chose, une gratification parce que il a fait ce qu'il fallait, etc. pour plaire aux parents, eh bien, il va avoir un petit morceau de son estime, mais pas toute. Ce qui fait que l'enfant va toujours rester sous l'emprise avec cet espoir fou de plaire enfin une fois pour toutes aux parents, ce qui n'arrivera jamais, puisque la spécificité du parent pervers, c'est justement la carotte, mais de toujours faire reculer la carotte pour faire avancer l'enfant comme il le souhaite. Donc en fait, il veut assujettir l'enfant, il ne veut pas que l'enfant soit libre.
quand bien même il fait croire évidemment à cette liberté, il fait croire à cette acceptation, en réalité, dans des choses qui sont invisibles, qui sont du domaine du comportement, des choses habituelles, du regard, des choses en rapport avec tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau de l'ambiance, qui peut devenir électrique alors que rien ne se voit. Toutes ces choses que l'enfant sent complètement, parce que l'enfant d'un pervers narcissique ressent les choses, il devient hypersensible du fait, même s'il ne l'était pas au départ, du fait de côtoyer un pervers narcissique. Et donc il ressent tout cela avec une grande acuité et il est toujours en fait en hypervigilance, avec cette peur de ne pas plaire aux parents, de ne pas faire ce qu'il faut, de se sentir nul, de se sentir fautif. Donc il est toujours dans la culpabilité, dans la honte et dans la peur. Voilà. Et c'est avec ces moteurs-là que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va faire bouger son enfant au fil des événements, au fil du temps, donc des étapes de sa vie, avec différents moyens qui correspondent évidemment à l'âge de l'enfant, et essayer en fait de le faire marcher droit, assujettir l'enfant à partir du moment où il est bébé, jusqu'à ce que cet enfant ait des enfants à son tour. Voilà, il va poser les jalons tout petits, de différentes manières, et ça va durer jusqu'à ce que l'enfant ait des enfants à son tour, donc qu'ils deviennent parents. Et à ce moment-là, eh bien, le processus va de nouveau se remettre en place sur les enfants de cet enfant, c'est-à-dire sur les petits-enfants du pervers ou de la perverse narcissique. Donc c'est un processus, un éternel recommencement. Le pervers narcissique ne connaît qu'une seule chose. Donc en fait, il rejoue les mêmes choses, la même scène en fait, constamment. Donc les buts, l'enjeu, je vous l'ai dit, c'est de vous atteindre vous, pour que vous vous retrouviez en fait, sans vous retrouviez privé, soit de la présence, soit de l'amour de votre enfant, soit de sa présence psychique, affective et émotionnelle, qu'il soit là et qu'en même temps il soit pas là, quoi, ou qu'il soit empêché de parler, que vous ne puissiez jamais l'atteindre. Et ça, c'est la plus grande douleur qu'un parent peut ressentir. C'est aussi le cas d'ailleurs avec les parents pervers narcissiques qui, lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont pervers narcissiques, quand on est dans une problématique de ce type, eh bien, le parent pervers narcissique, on ne peut jamais l'atteindre complètement. On ne peut jamais avoir son amour complet. C'est toujours partiel. Et à certains moments, d'ailleurs, quand on s'y attend le moins, mais on ne peut jamais recevoir complètement et sans condition l'amour de notre parent pervers narcissique. Donc, je vais laisser tout ça puisque je parle uniquement des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des différences évidemment entre les parents qui sont du même sexe que l'enfant et les parents qui ne sont pas du même sexe ou du même genre, bien sûr. Mais cette différence, c'est juste dans les moyens qui sont mis en œuvre pour assujettir l'enfant. C'est-à-dire que si le parent est, en général évidemment, il y a des différences, donc en général, donc si le parent pervers est du même sexe que l'enfant, ou en tout cas avec les enfants qui sont du même sexe que lui, alors en plus s'il y en a plusieurs évidemment, il va jouer sur la jalousie, il va y avoir un bouc émissaire, où il va jouer sur des mensonges, j'en dis beaucoup à l'un, j'en dis pas à l'autre, effectivement, pour qu'il y ait en plus de ça, de l'énergie qui soit dépensée pour justement rendre jaloux l'autre enfant ou les autres enfants. Donc déjà il y a ça, c'est rendre jaloux les enfants entre eux, quel que soit leur sexe. Alors ensuite il y a aussi l'histoire du conflit de loyauté. Le parent pervers narcissique va essayer de faire jouer ce conflit de loyauté par rapport à l'enfant en lui disant voilà, je ne veux que tu ne dises rien à ton père ou à ta mère, donc à l'autre parent. Voilà, ou alors c'est un secret entre nous, tu n'as rien à dire, ou alors carrément le menacer
Si tu le dis, eh bien écoute, moi je voudrais plus te voir, ou alors si tu le dis, ça veut dire que tu n'es pas un fils digne de ce nom, que tu n'es plus mon fils ou ma fille, etc. Donc jouer sur le conflit de loyauté qui ressemble évidemment beaucoup, donc qui n'est pas uniquement un conflit de loyauté, c'est entre le conflit de loyauté et entre évidemment le chantage affectif. Mais il va dire que c'est un conflit de loyauté, ou alors il va le faire passer pour, même si l'un et l'autre n'ont pas les mots, ces mots-là pour dire les choses. Alors maintenant, on en vient à ce qui est le plus difficile. C'est lorsqu'on est l'autre parent, qui n'est pas pervers narcissique, et qui se défend, qui a déjà dû se défendre contre le ou la perverse narcissique jusqu'à se séparer, et qui voit que finalement, après la séparation, tout n'est pas fini, quand bien même cette personne, c'est-à-dire vous, auriez la garde, eh bien, il y a quand même cette distance qui se creuse avec l'autre enfant, du fait que quand il va voir l'autre parent qui est pervers narcissique, il change, ou il est silencieux, ou il devient comme emprunté, comme policé, réfléchissant avant de parler, il perd de sa spontanéité, même pour être affectueux envers vous. Et ça, c'est très 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 dur à vivre pour tous les parents. Bon, moi, je l'ai vécu aussi, donc je peux comprendre tout cela. C'est très 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 difficile à vivre. Alors sachez que justement, vous en avez jusqu'à ce que l'autre enfant, jusqu'à l'âge adulte de l'enfant, c'est-à-dire, en gros, c'est pas seulement 18 ans, c'est jusqu'à ce que l'autre enfant soit parent à son tour, c'est-à-dire qu'il soit assez stable, ait une vie affective assez stable, ait une vie professionnelle et matérielle stable, donc qu'il puisse se débrouiller seul, et qu'à son tour, il fonde une famille. Voilà. C'est jusqu'à ce moment-là, entre le moment où l'enfant paraît, c'est-à-dire qu'il est bébé, jusqu'à ce moment-là, il y a possibilité de mettre l'enfant sous emprise à différentes étapes de sa vie. Et quand bien même, alors sachez que rien n'est joué, quand bien même vous pensez que l'enfant est avec vous, c'est-à-dire a compris ce qui s'était passé, a compris ce qui se joue, eh bien il y a toujours cette loyauté au fond de lui qui fait que son autre parent, c'est une partie de lui, c'est une partie de son histoire, une partie de son identité et une partie de sa personnalité, puisque vous allez retrouver chez cet enfant des traits de caractère, mais des traits aussi physiques, dans les traits de son visage, dans son corps, tout ce qui faisait votre ex en fait. Eh bien, cet enfant le porte en lui. C'est parfois d'ailleurs difficile à accepter cette partie de l'autre parent, alors que justement on vient de quitter, ou on a quitté depuis longtemps cette personne perverse narcissique et qu'on ne veut plus en entendre parler. Eh bien cet enfant est là, et sans le savoir, une démarche, un regard, une façon d'être, des habitudes, une voix, etc. Tout cela va vous rappeler votre ex-conjoint ou conjointe, quand bien même vous avez refait votre vie et vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc de toute façon, il y a toujours ce retour-là. Il faut savoir l'accepter avec, comment dire, avec amour, avec sagesse, en se disant, ben voilà, j'ai aimé cette femme, cet homme jusque-là, un enfant est né, ou plusieurs, et j'accepte, c'est une partie de ma vie. Maintenant, je vais tenter, puisque c'est mon devoir et mon rôle, ma fonction de parent, d'essayer de protéger le plus possible mes enfants, mon fils, ma fille, mes fils, mes filles, etc. Donc, on se sent, et je partage avec vous, cette détresse, parce qu'on sent notre enfant en détresse, sous emprise, et qu'on ne peut rien faire. Donc c'est un sentiment d'impuissance, et on peut rester en colère comme ça des années. Donc il faut savoir sortir de la colère et plutôt utiliser son énergie pour retrouver une base affective saine, avec des personnes ressources saines autour de nous, parce que nous sommes la base, en tout cas nous sommes un pilier pour notre enfant, et peut-être le pilier justement
le plus important puisque c'est celui qui n'est pas pervers. Alors seulement l'enfant, lui, il ne sait pas ça. Il ne sait pas, il ballotte dans son esprit en se disant mais à qui la faute, qui est fautif dans cette histoire? Parce qu'évidemment le pervers narcissique cherche toujours des coupables. Il ne prend aucune responsabilité, donc évidemment il vous incrimine et donc il vous incrimine aussi devant l'autre enfant. Ou quand bien même il ne le dit pas, ce sont des choses que l'enfant entend, c'est-à-dire que tout est dit, mais sans parler. Donc voilà, donc ce sont des choses dont l'enfant est imprégné. C'est pas seulement des paroles qu'il n'aurait pas à entendre et donc auquel il faudrait le soustraire en mettant l'enfant le plus loin possible de ce pervers ou cette perverse. C'est aussi tout ce qui n'est pas dit et tout ce que l'enfant a en lui de l'autre parent de toute manière et qui existe, c'est-à-dire le manque. Quand l'enfant ne voit pas l'autre parent, qui est pervers narcissique, eh bien il a quand même de toute façon ce manque. Et puis un jour ou l'autre, il va vouloir retourner voir cette personne perverse narcissique pour s'assurer, pour savoir, pour essayer de se faire une idée par lui-même. Et c'est tout à fait sain. Donc en fait, cet enfant est toujours partagé. Donc vous ne pouvez pas, et c'est mieux de ne pas le faire entrer dans ce jeu-là. Mais c'est extrêmement compliqué parce que l'autre parent joue ce jeu. Donc si vous ne vous défendez pas et vous n'expliquez pas votre point de vue et comment vous voyez les choses, et que s'il n'a pas donc cet autre point de vue, eh bien il ne pourra pas se faire une idée. Donc on ne peut pas faire ce que tous les travailleurs sociaux, les psychologues et les juristes, les juges et les avocats demandent, c'est-à-dire être complètement neutre. Il faut tenter d'apaiser les choses en sortant rapidement de la colère et de la culpabilité pour cet enfant, pour pouvoir être disponible, pour accueillir toutes les émotions de l'enfant et être à son service pour pouvoir en fait, l'aider, c'est-à-dire faire votre travail de parent, c'est-à-dire aider votre enfant à grandir en apprenant à penser par lui-même et à discerner. Et pour cela, vous avez besoin évidemment, parfois, parce qu'il va prendre l'exemple sur votre couple passé ou sur vos relations actuelles avec votre ex qui est pervers et avec les relations qu'il a lui avec ce parent pervers. Donc, vous êtes obligé parfois de être à la limite ou de rentrer sur un terrain miné, mais vous êtes bien obligé de dire la vérité. Voilà, on ne peut pas, pour protéger son enfant, lui cacher que l'autre est une personne perverse. Alors il va falloir le dire avec les mots que l'enfant a suivant son âge, mais il faudra dire la vérité de ce qui s'est passé. En fonction de ce que l'enfant peut comprendre aussi. Et puis accepter, c'est-à-dire comprendre que de toute façon, il peut toujours continuer d'être manipulé à tout moment. Raison de plus pour justement lui dire la vérité. Sachez qu'un enfant, il va mieux vivre avec une vérité extrêmement, même si elle est extrêmement difficile. Par exemple, on sait que des enfants peuvent vivre avec l'idée que qu'ils sont nés d'un viol, par exemple, ou que leurs parents ont été massacrés, ou des choses extrêmement terribles. Il vaut mieux qu'il vive avec ça, il est capable de vivre avec ça. Il va utiliser ses mécanismes de défense, il va grandir comme ça. Plutôt que sur des mensonges ou sur des choses cachées. Parce que lorsqu'une chose est cachée, l'enfant le sent et il va utiliser son imaginaire. Et en imaginaire, la peur est toujours plus grande et on imagine toujours le pire du pire. Et la vérité et la réalité est toujours moins dure à supporter pour un enfant qu'un imaginaire qui semble terrible et qu'il ressent à travers votre peur ou votre terreur et toutes ces choses-là, voyez. Donc il vaut mieux dire la vérité à l'enfant, mais évidemment en fonction de son âge. Pas rentrer dans les conflits, mais voilà, et toujours avoir une personne ressource à côté de vous pour pouvoir parler de tout ça, vous en aurez besoin jusqu'à ce que
jusqu'à ce que vous n'en ressentiez plus le besoin et que vous voyez l'enfant en sécurité. Mais sachez que l'enfant, voilà, il est toujours en danger. Donc c'est comme si, en fait, c'est comme si vous envoyiez votre enfant à la mine, parce que vous êtes bien obligé de le faire. Et bien voilà, vous partez à chaque fois en se disant, ben voilà, j'espère que tout se passera bien, je lui ai donné toutes les ressources. Maintenant, je fais mon travail de père ou de mère et adviendra ce qu'il adviendra. Et c'est comme s'il y avait un deuil à faire très très tôt dans la vie de l'enfant, à partir du moment où vous êtes séparés. Il y a ce deuil à faire parce que cet enfant, il est né d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Et donc, ce danger, il existera toujours jusqu'à ce que l'enfant ait construit sa propre famille, on va dire. Et quand bien même il aura construit sa propre famille, il peut après revenir aussi sur certaines choses, évidemment. Mais c'est un moment clé, le moment où il construit sa propre famille, où tout ce qui s'est joué justement dans son enfance va revenir.